Bonjour, c'est Badr Benjeloun. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle conférence de la série de webinaires de l'INRA qui est dédiée à la discussion des tendances et innovations en agriculture. Avant de commencer, je vous demanderai, s'il vous plaît, je demanderai à tous les participants via Zoom de mettre vos noms complets et votre affiliation en allant dans participants et vous pouvez cliquer sur votre nom, vous mettez renommé et vous ajoutez le nom complet si ce n'est pas déjà indiqué et aussi l'affiliation. Merci beaucoup. Nous donnerons 5 minutes à tous les participants pour le faire, s'il vous plaît. Ensuite, les collègues peut-être vont enlever les gens qui ne sont pas du tout identifiés. Merci. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les participants de différents pays pour avoir pris le temps de participer à ce webinaire et d'enrichir éventuellement le débat par leurs questions et commentaires. Ensuite, je remercie vivement notre conférencier pour avoir accepté notre invitation d'animer ce webinaire et de partager sa grande expérience et ses larges connaissances avec nous. Je donne directement la parole à Dr Iman Thamil Alami, chef de la division scientifique à l'INRA, pour introduire notre conférencier et aussi la thématique de ce webinaire. Dr Thamil Alami va animer aussi la session des questions-réponses après la conférence. Merci. La parole est à vous, Dr Thamil Alami. Bonjour tout le monde, la bienvenue. Je rejoins Dr Benjeloun pour remercier Dr Lionel Ranjar d'avoir accepté notre invitation pour animer ce webinaire autour d'une thématique qui est très, très importante, mais qui est peu abordée, spécialement chez nous. Bon, Dr Ranjar est titulaire d'un doctorat en écologie microbienne du sol de l'Université Claude Bernard, Lyon. Il a intégré l'UMR, l'unité mixte de recherche de Dijon en 2001. Cette unité, il s'occupe de l'unité qui s'appelle microbiologie du sol et de l'environnement. Au sein de l'INRA, il a adapté les outils et les concepts qu'il avait développés en thèse pour étudier la biodiversité des sols, des agrosystèmes et l'impact des pratiques agricoles. Et depuis une dizaine d'années, il a développé la thématique de biogéographie microbienne par l'application des outils de métagénomique du sol sur le réseau de mesure de la qualité des sols. Cette approche lui a permis de caractériser la diversité des communautés microbiennes à l'échelle de la France, d'aborder le processus et les processus écologiques impliqués dans la distribution à grande échelle des communautés microbiennes. Il est l'auteur de je dirais, d'une centaine d'articles scientifiques internationaux de haute valeur ou de haute valeur et de haut niveau, et de plusieurs ouvrages sur la biodiversité des sols, dont l'Atlas français des bactéries des sols publié en 2018. En parallèle, elle a profité de l'opportunité de travailler sur un grand nombre de sols pour valider les outils moléculaires de caractérisation de la diversité microbienne du sol en tant que bioindicateur robuste de la qualité des sols. Depuis 5 ans, elle a développé des projets de sciences participatives directement avec les agriculteurs, ce qui est très important pour les former et les équiper à la biologie et les sensibiliser aussi à la biologie du sol afin qu'ils fassent évoluer leurs pratiques dans le contexte actuel de la transition écologique. Donc, sans trop tarder, je donnerai la parole à Dr Lionel Ranjar pour nous faire cette présentation. Je vous remercie. Merci. À vous la parole.
Oui, Docteur avant de passer la parole à Dr Ranjar, merci D'accord. Madame Tamil Alami pour votre présentation, pour cette présentation, bonne présentation. Alors, j'aimerais, avant de donner la parole à Dr Ranjar, j'aimerais mentionner que la conférence durera 30 minutes et la session de questions-réponses durera à peu près 20 minutes. Pour la discussion, veuillez poster vos questions écrites via le chat sur Zoom, si vous êtes connecté par Zoom. Veuillez indiquer, bon, le nom et l'affiliation seront déjà indiqués. Je demanderai encore aux gens qui ne l'ont pas encore indiqué, merci de bien vouloir le faire. Et n'attendez pas la fin de la conférence pour poster vos questions. Vous pouvez poster vos questions en anglais aussi et en français. Vous pouvez aussi, si vous voulez intervenir directement, lever la main électronique et nous vous donnerons la parole pour les poser. Alors, nous sommes impatients de vous écouter, Dr Ranjar, et d'en savoir plus sur ce sujet très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Tout a été dit dans la présentation, donc je vais essayer de l'illustrer par rapport à ce que vous avez introduit. Je vais aussi essayer de partager mon écran en espérant que ça marche. Ça marche toujours bien dans les répétitions. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Très bien. Donc, je vais mettre en plein écran et en espérant que l'animation marche bien et qu'il n'y ait pas de rupture de réseau. Si vous voyez que mon discours avance et que les diapos n'avancent pas, n'hésitez pas à me le dire. C'est que des fois, j'ai des diapos avec des illustrations un petit peu lourdes. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci de me donner l'opportunité pour vous parler de microbiologie des sols. Alors, c'est vrai que c'est un monde relativement inconnu, mais qu'on connaît de mieux en mieux et dont on parle de plus en plus aussi au niveau des sols et notamment au niveau des sols agricoles. Et c'est pour ça que ma conférence s'intitule « La microbiologie des sols au service de la production agricole » parce qu'on est vraiment dans cette transition agroécologique. Et mon IMR aujourd'hui ne s'appelle plus microbiologie du sol et de l'environnement, ça c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle s'appelle agroécologie et on est vraiment dans cette transition où la biodiversité du sol et notamment la biodiversité microbienne est capable de remplir des fonctions et de porter des services qui peuvent servir à la production agricole dans un contexte où on veut un petit peu changer le mode de production tout en gardant les rendements, bien sûr, et la marge économique. Donc, on ne peut pas… l'animation, voilà, ça marche. On ne peut pas commencer une conférence sur le sol sans parler du sol, même si le but, c'est de parler de la biodiversité et surtout des fonctions et des services qu'il rend et qui sont très importants pour nos sociétés, avec 3 grands types de services. On entend ça souvent, mais c'est important de le rappeler. Tout d'abord, des services de fourniture, d'approvisionnement. Le sol nous fournit des aliments, des fibres, des combustibles, des éléments nutritifs aussi pour la production primaire, un habitat pour une multitude d'organismes, et ça on aura l'occasion d'en parler lors de ma conférence sur cette biodiversité et le sol en tant qu'habitat, des composants pharmaceutiques, du matériel génétique, des fondements pour les infrastructures humaines, des fournitures de matériaux de construction pour nos habitations, parce que le sol est le support de notre production alimentaire, mais c'est aussi le support de notre construction et de nos habitations. En plus de ces services de fourniture, on a des services de régulation. Le sol est une matrice environnementale qui va réguler notre environnement. Bien sûr, on parle de séquestration de carbone en ce moment avec des notions de régulation du climat. Le sol doit être un puits de carbone et les sols agricoles notamment doivent être un puits de carbone. Le sol est un filtre environnemental, il va purifier l'eau. L'eau qui arrive au-dessus du sol peut être chargée de polluants et le sol, par des processus physiques, chimiques et bien sûr biologiques, va pouvoir purifier cette eau avant qu'elle n'arrive dans les zones de captage qui seront des eaux de consommation. Il va aussi réguler le cycle de l'eau avec la régulation des crues et on voit qu'on a des problèmes aujourd'hui d'imperméabilisation, de tassement des sols qui sont combinés à des phénomènes climatiques un peu intenses et qui font qu'on a de plus en plus de crues et de complications à gérer la régulation du cycle de l'eau. Voilà, donc le sol est un élément de régulation. Et puis enfin, 3e type de service, le sol est notre histoire. Voilà, hop là, alors l'animation ne marche qu'avec la souris, pardon. Voilà, le sol est source de notre histoire et donc on y trouve un patrimoine culturel qui nous permet de voir les civilisations antiques et avoir une certaine mémoire. Voilà, il y a eu un essai de monétarisation de ces services du sol et on a estimé que si on perdait ces services rendus par le sol, ça coûterait à nos sociétés 20 milliards de dollars par an. Donc c'est énorme en termes de dette publique, si on peut faire un parallèle. Donc ces services ont un intérêt bien sûr environnemental, mais aussi un intérêt économique pour nos sociétés. Et puis autre chiffre important sur le sol, 95% des aliments que nous consommons et que nous produisons viennent du sol. Et même on peut aller un peu plus loin que les 95, on peut aller à 99, parce que toute la pêche côtière est impactée aussi par la qualité des sols et notamment par les éléments minéraux et organiques qui sont emmenés par les fleuves dans les eaux côtières et qui alimentent les cheptels de poissons. Donc le sol est une matrice très importante.
Et bien sûr, la plupart de ces fonctions et de ces services ont une origine biologique. Et notamment, vous avez ici la représentation assez schématique de la grande diversité d'organismes qu'on peut trouver dans le sol, avec des organismes très petits comme les bactéries et les champignons, dont on va parler un peu plus après, et puis des organismes un peu plus visibles, un peu plus gros, microfaune, mésofaune et macrofaune, avec bien sûr la star des organismes du sol qu'on connaît bien dans le monde agricole, qui sont les vers de terre, parce qu'on est capable ils ont un rôle très important, mais on est capable aussi de bien les voir et de les identifier et de leur donner un rôle fonctionnel. Si on donne aussi quelques chiffres, les micro-organismes, je reviendrai dessus, mais c'est vrai qu'on a 1 milliard de bactéries par gramme de sol, même plusieurs milliards, et des millions d'espèces de micro-organismes. Sur les vers de terre, on peut avoir plusieurs tonnes de vers de terre par hectare. Et enfin, quand on considère micro, méso et macrofaune, donc toute cette faune globalisée, on peut avoir jusqu'à 10 000 espèces par mètre carré. Et ce ne sont pas des chiffres que l'on trouve dans des forêts ou des milieux naturels. Ce sont des chiffres qu'on peut trouver aussi dans des systèmes agricoles, malgré le fait qu'on fasse quelques perturbations. Chose très importante, c'est que le sol représente aujourd'hui la 3e frontière biotique de notre planète. Une frontière biotique, c'est un écosystème très biodiversifié, mais qui est encore en exploration. Les 2 autres premières sont les fosses océaniques et les forêts primaires. On estime aussi aujourd'hui qu'à peu près 30% de la biodiversité totale de notre planète se trouve dans le sol, et surtout, on ne connaît que 10% des espèces connues. Donc, on est sûrement à plus de 30%, mais aujourd'hui, c'est un peu la métrique dont on dispose. Donc, le sol est une matrice très biodiversifiée et source d'une énorme biodiversité et surtout de ressources génétiques. Si on rentre un peu plus dans le détail du monde des micro-organismes, si je mets ce beau ciel étoilé, c'est qu'à un moment, Hubert Reeves disait qu'il y a plus de micro-organismes dans un mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel. On veut bien le croire, et si on donne des chiffres un peu plus précis, tout en étant des chiffres importants, on a plusieurs milliards de bactéries, individus bactéries par gramme de sol, qui renferment plusieurs millions d'espèces. Donc on a une abondance et une diversité génétique des bactéries qui est très importante au niveau du sol. Pour les champignons, c'est un peu moins important parce qu'ils sont un peu plus gros, donc on en met moins. Par gramme de sol, on a des millions de champignons et des milliers à des dizaines de milliers d'espèces. Alors toute cette biodiversité, elle est importante parce qu'elle est impliquée dans des grandes fonctions. C'est vrai que si on doit en retenir qu'une, dans les fonctions portées par les micro-organismes du sol, c'est la minéralisation de la matière organique. Les micro-organismes sont les seuls à pouvoir transformer la matière organique qui arrive au niveau du sol en matière minérale, azote, phosphore, soufre. Et donc, c'est cette matière minérale qui va faire la fertilité et qui va permettre la nutrition des plantes. Donc, c'est une fonction très importante. En plus, comme ils sont capables de dégrader la matière organique, de la transformer, ils vont fournir des ciments organiques qui vont permettre aux particules minérales du sol de se coller et de faire de l'agrégation. Et donc, les micro-organismes sont aussi très impliqués dans la structuration du sol. C'est vrai qu'on parle beaucoup des vers de terre comme des laboureurs, ils sont capables d'aérer le sol, mais les micro-organismes, bactéries et champignons, sont à l'origine de l'agrégation du sol, et c'est eux qui font la promotion de la structure du sol. Bien sûr, comme ils sont capables de tout manger, les micro-organismes, à un moment ou à un autre, et de s'adapter à toutes sources de carbone et d'énergie, ils sont aussi beaucoup impliqués dans la dépollution du sol, et notamment dans la dégradation des polluants organiques, que ce soit des pesticides ou des hydrocarbures, et puis dans la transformation aussi des éléments métalliques. Et puis, enfin, on parle beaucoup des micro-organismes comme des pathogènes. C'est vrai que c'est moins de 1% des micro-organismes du sol qui sont pathogènes. Et il y en a énormément qui sont antagonistes de ces pathogènes. Et c'est ce qu'on utilise dans le biocontrôle ou la lutte biologique. On utilise des micro-organismes pour combattre d'autres micro-organismes pathogènes. Et c'est un peu des voies qui sont en train d'être développées justement pour pallier à l'utilisation des produits de pesticides de synthèse. Donc tout ça, ce lien avec les fonctions est très important, mais c'est important de démontrer que la biodiversité microbienne d'un sol, elle est importante, et il est important de la maintenir, sinon on perd ses fonctions. Et donc au laboratoire, Pierre-Alain Marron, un collègue avec qui je travaille, a développé depuis les années 2010 des expérimentations où on fait une érosion de la biodiversité microbienne. Alors c'est des expérimentations très artificielles faites au laboratoire. On est capable de baisser de 30% la diversité microbienne d'un sol, donc de perdre 30% des espèces de bactéries et de champignons. Et si on teste après les fonctions et les activités microbiennes au niveau de ce sol, on peut voir que si on baisse de 30% la diversité microbienne d'un sol, on perd 40% de la capacité du sol à minéraliser la matière organique. Donc en termes de fertilité biologique, on a une énorme perte en termes de production d'éléments minéraux à partir de la matière organique. On perd aussi 50% de la productivité végétale, c'est-à-dire que si on fait pousser des plantes sur un sol qui a de la biodiversité initiale ou 30% de biodiversité microbienne en moins, eh ben, on a un retard et une baisse de productivité végétale. Ça a été démontré sur notamment la luzerne, mais aussi sur le blé. On perd, des choses très importantes, 50% de la stabilité structurale du sol. On verra une petite vidéo après. C'est-à-dire que le sol résiste moins à la désagrégation à l'eau, il y a moins d'agrégation et le sol est moins stable, plus soumis au tassement et notamment à l'érosion.
Et puis, autre paramètre qu'on estime encore peu, c'est sur l'état sanitaire, c'est que si on perd 30% de la biodiversité microbienne d'un sol, on va baisser l'effet barrière, un peu comme notre tube digestif. C'est-à-dire que des micro-organismes exogènes et qui sont potentiellement pathogènes, lorsqu'ils arrivent au sol, dans un nouveau sol, ils sont généralement éliminés par la flore indigène, comme au niveau de nos tubes digestifs, on a un effet barrière. Et bien, si on perd 30% de la diversité microbienne d'un sol, on peut voir que le temps de survie des pathogènes augmente. Ici, c'est testé sur l'Listeria monocytogenes, qui est un pathogène humain qui n'existe pas dans le sol. Et donc, si on a une biodiversité maximum, il disparaît en 5 ou 6 jours. Par contre, si on baisse de 30% la diversité microbienne d'un sol, il va mettre 15 jours à disparaître, donc il reste plus longtemps dans le sol. Et si on perd 50% de la diversité microbienne, il peut rester jusqu'à plus de 20 jours. Et pendant tout ce temps, plus il reste longtemps dans le sol, plus il est capable de développer des foyers épidémiologiques. Donc l'effet barrière est très important, notamment dans ce qu'on appelle l'état sanitaire du sol. Alors voilà une petite vidéo qui vous montre un petit peu de façon plus dynamique l'impact du niveau de diversité microbienne sur la stabilité structurale d'un sol. Donc, c'est le même sol, mais avec différents niveaux de diversité microbienne. Diversité élevée, en fait, c'est la diversité initiale, indigène. Diversité moyenne, c'est on a éliminé 30% des espèces microbiennes. Diversité faible, on a éliminé 50% des espèces microbiennes. Et puis, on a aussi fait un essai un peu plus absolu où on a carrément stérilisé le sol, donc il n'y a plus de diversité. C'est un slag test, donc c'est un petit test qui existe depuis longtemps, mais qui a été revisité par l'association Vert Carbone avec laquelle on travaille, où on met tout simplement des mottes de sol dans des petites cupules, on les immerge dans l'eau. C'est un test qui peut être fait par les agriculteurs au terrain, il n'y a pas de souci, on l'utilise un peu au laboratoire en termes de démonstration. Et ce que l'on voit, c'est que plus on baisse la diversité microbienne d'un sol, moins le sol résiste à la désagrégation dans l'eau, c'est-à-dire que sa stabilité structurelle est plus faible. Alors, ce slag test est un peu le mimétisme d'une forte pluie qui arrive sur un sol et qui désagrégerait le sol. Et donc, on peut voir que plus la diversité est élevée, plus le sol résiste à la désagrégation. Donc, plus il résiste à des processus d'érosion s'il y avait une forte pluie. Si on imagine s'il y avait une pente, le sol serait perdu en bas. Alors, je vais avancer un petit peu la vidéo. Parce que voilà, vous voyez qu'au bout de quelques minutes, la motte stérile ou avec une diversité faible n'existe plus. Elles sont complètement désagrégées, alors que celle qui a une diversité élevée résiste encore. Et la dernière étape du test est de secouer un peu ces mottes dans l'eau, qui est vraiment un phénomène très agressif. Et on peut voir que la seule motte qui reste un petit peu, il reste à peu près 30-40% de sol, qui reste un petit peu agrégée, c'est celle qui a eu la diversité microbienne. Donc on a une démonstration très simple de la relation entre la diversité microbienne d'un sol et sa stabilité structurale, donc sa capacité à être agrégé, à avoir une bonne porosité, à résister au tassement et à l'érosion. Aujourd'hui, donc, on dit que la biodiversité microbienne est très importante, qu'elle est aussi très importante en termes de fonctionnement du sol, très importante en termes de nombre d'individus et de diversité d'espèces, et il faut être capable de la caractériser. Et donc, depuis une trentaine d'années, on n'utilise plus trop des outils de type pastorien, observation microscopique ou mise en culture sur boîte de poterie, surtout pour étudier l'ensemble des micro-organismes d'un sol. On utilise plutôt des outils moléculaires. Et donc, aujourd'hui, on extrait l'ADN du sol et on va caractériser cet ADN extrait du sol. C'est ce qu'on appelle un métagénome, la métagénomique. Je ne rentre pas dans la cuisine parce que ça n'a pas d'intérêt technique. Et on a développé deux grandes façons d'analyser ces communautés microbiennes, qui sont deux grands indicateurs. Tout d'abord, la biomasse moléculaire microbienne, c'est-à-dire on va quantifier la quantité d'ADN qu'on va extraire du sol, et on en déduit une quantité de micro-organismes dans le sol, une biomasse moléculaire. Et puis, on a eu aussi un fort développement des outils de séquençage, et donc aujourd'hui, à moindre coût, on est capable de séquencer, de caractériser tout cet ADN extrait du sol, et d'en déduire des indices de diversité, et de faire un inventaire des espèces de bactéries et de champignons qui sont présentes dans le sol. Alors, en France, on a l'opportunité d'avoir, depuis une vingtaine d'années, un réseau d'observation des sols à l'échelle nationale qui s'appelle le réseau de mesure de la qualité des sols, le RMQS. Et en fait, c'est 2200 sols, vous voyez les petites cellules qui sont dessinées à l'échelle du territoire national, c'est 2200 sols qui sont échantillonnés à l'échelle de la France de façon systématique afin de capter toute l'hétérogénéité métropolitaine en termes de type de sol, de type de climat, de type de mode d'usage et aussi de géomorphologie. Et en France, on a quand même une grande variabilité de type de sol et de type de climat, donc c'est intéressant. Et au début, cette qualité, elle était plutôt abordée d'un point de vue pédologique, voire un peu agronomique. Et fort de nos outils moléculaires, on est arrivé au niveau de ce réseau d'observation, il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, pour appliquer nos outils moléculaires sur ces sols et essayer d'analyser, de faire un inventaire national de l'abondance et de la diversité des micro-organismes à l'échelle de la France.
Donc, 15 ans après, on a pas mal travaillé et donc, on a obtenu des cartes de biomasse moléculaire microbienne, donc d'abondance des micro-organismes, de diversité bactérienne, on verra la diversité des champignons après. Et donc, dans ces cartes, on voit des zones bleues qui sont froides, où il y a moins d'abondance ou moins de diversité, et des zones rouges, marron, qui sont un peu plus chaudes, où on a plus d'abondance, plus de biomasse ou plus de diversité. En France, il n'y a pas de sol mort. Donc déjà, j'ai lu d'un peu cette théorie un peu fumeuse. Il n'y a pas de sol mort d'un point de vue microbiologique. J'en ai jamais rencontré, mais on a des sols quand même qui sont plus ou moins vivants. Et autre paramètre important, c'est qu'on voit qu'on a deux cartes différentes entre la biomasse microbienne et la diversité bactérienne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sols qui ont peu de micro-organismes mais très diversifiés, et puis des sols qui ont beaucoup de micro-organismes mais peu diversifiés. En fait, tous les cas de figure sont possibles. Et donc, ce ne sont pas les mêmes paramètres de l'environnement qui vont gérer la quantité et la diversité des micro-organismes. Alors, si on regarde justement les causes naturelles et un peu moins naturelles qui vont gérer notamment ce qu'on appelle l'abondance des micro-organismes, la biomasse microbienne moléculaire, tout d'abord, c'est le type de sol qui va gérer cette quantité de micro-organismes. C'est qu'on parle de type de sol, c'est la texture, le pH, le taux de matière organique, le type de matière organique, etc. etc. Et en deuxième lieu, c'est le mode d'usage du sol qui va aussi influencer fortement l'abondance des micro-organismes dans le sol. Et quand on classe ces modes d'usage, alors de façon assez grossière, entre forêt, prairie, grande culture céréalière et puis vignes vergers, on peut voir qu'on a moins de biomasse microbienne dans les sols agricoles par rapport à des sols de forêt et de prairie qu'on pourrait appeler dans des écosystèmes naturels ou semi-naturels. Bon, il y a une certaine forme de logique, hein. On sait que les pratiques agricoles peuvent agresser la vie microbienne, notamment les pratiques mécaniques ou chimiques d'engrais et de pesticides, et qu'on a aussi moins de carbone dans les sols agricoles que dans les sols de forêt et de prairie, et les micro-organismes sont quand même fortement reliés à ce qu'ils trouvent dans le frigo, c'est-à-dire que plus ils ont à manger, plus ils se développent, notamment d'un point de vue quantitatif. Si on regarde la carte de diversité bactérienne à l'échelle de la France, on a toujours un effet type de sol. Ce n'est pas les mêmes paramètres du sol qui gèrent la biomasse et la diversité, mais on a toujours un effet sol qui est prépondérant. Et en deuxième effet, on a aussi un effet mode d'usage, mais là, on a une séquence inverse avec la quantité de micro-organismes, c'est-à-dire qu'on a plus de diversité bactérienne dans les systèmes agricoles, grandes cultures, vignes et vergers, en comparaison des systèmes forêt et prairie. Et ça nous a fortement surpris. Alors, les agriculteurs étaient très contents, parce qu'ils sont souvent stigmatisés sur le fait qu'ils baissent la biodiversité. Ben, dans les sols agricoles, on a plus de diversité bactérienne. Alors ça, on l'explique par le fait que l'écologie des bactéries est très particulière. En fait, ce sont des organismes très petits, avec un temps de génération très court, ils peuvent se multiplier très rapidement. Et donc, dès qu'on crée un peu de perturbation, en fait, ils vont réagir. Et en fait, en écologie, on a une théorie qui s'appelle la théorie de la perturbation intermédiaire, où quand un écosystème est moyennement perturbé, eh bien, ça va créer de la diversité. Quand il est trop perturbé, on va avoir une baisse de la biodiversité, parce qu'il y aura un processus de sélection. Et quand il n'est pas assez perturbé, quand il est peu perturbé, on a aussi une biodiversité qui est plus faible par des processus d'éclusion compétitive. Et donc, on en déduit que les systèmes agricoles amènent une perturbation intermédiaire qui va augmenter la diversité des bactéries dans le sol. Si on regarde cette fois la carte des champignons, qui est un peu plus récente, hein, elle date d'il y a 2-3 mois, cette carte de champignons, donc vous l'avez un petit peu en primeur, on voit aussi qu'on a une répartition hétérogène avec des zones qui sont riches en diversité de champignons, des zones qui sont plus faibles en diversité de champignons. Je ne rentre pas dans les détails au niveau des localisations de ces zones. On a toujours un effet sol, qui est le premier effet environnemental qui gère la diversité des champignons, et on a aussi un effet mode d'usage. Mais cette fois, la séquence est un peu différente de celle des bactéries. C'est-à-dire qu'on a bien une augmentation de la diversité des champignons, comme pour les bactéries, au niveau des systèmes agricoles et notamment de grandes cultures par rapport aux forêts et aux prairies. Par contre, on a une baisse assez significative au niveau des vignes et vergers. Et donc, on remet cette théorie de la perturbation intermédiaire qui crée aussi de la diversité chez les champignons au niveau des systèmes grandes cultures. On a une perturbation qui est intermédiaire, elle est moyenne, elle n'est pas trop forte, donc elle va stimuler de la diversité. Par contre, au niveau des vignes et vergers, on a une perturbation qui est trop forte. Et donc là, on a une baisse significative de la biodiversité. Et en vigne et verger, on sait ce que l'on fait, hein. On met beaucoup de pesticides et notamment des antifongiques. Donc ça explique qu'on peut avoir une baisse de la biodiversité des champignons. Et on est aussi assez gourmand sur le travail du sol en vigne et verger, même dans des modes de production dits agroécologiques comme le bio, où on travaille beaucoup le sol pour remplacer le désherbage chimique. Et en fait, on sait que cette agression du sol mécanique va casser les macrostructures qui sont les habitats des champignons. Donc on a une baisse logique de la diversité des champignons au niveau des vignes et vergers en comparaison des autres écosystèmes. Alors,
au-delà des indicateurs de biomasse et de diversité, on a développé aussi ces dernières années un autre indicateur, une autre façon d'analyser nos communautés, qui sont les réseaux d'interaction entre les micro-organismes, et un peu à l'image des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a des taxons microbiens et on est capable de regarder comment ils interagissent de façon positive et négative, et on reconstruit ces réseaux d'interaction. J'ai mis un réseau social parce que, en fait, ce sont des théories écologiques qui sont assez anciennes, mais qui ont été revisitées, notamment dans la métrique mathématique, par les réseaux sociaux, et qui nous a amené énormément de plus-values mathématiques là-dessus. Et comme une société humaine, plus un réseau est complexe, plus les taxons microbiens sont en interaction, et bien plus la communauté est stable et fonctionnelle. Et donc, si on applique ces réseaux d'interaction, alors voilà le réseau de tout le RMQS, voilà, où les ronds sont des taxons et où les liens verts sont des liens positifs, et les traits rouges sont des liens négatifs. Donc, positif, c'est de la coopération, négatif, c'est plutôt de la compétition ou de l'antagonisme. Bon, à l'échelle du RMQS, ça n'a pas un gros intérêt. Par contre, si on construit les réseaux en fonction des modes d'usage à l'échelle des sols français, pour rappel, au niveau des bactéries, par exemple, on a une augmentation de la diversité quand on passe des systèmes forêt-prairie à grande culture à vigne. Donc, plus on a de diversité bactérienne, plus on a de taxons. Donc, potentiellement, plus on a d'interactions potentielles. Ce que l'on voit, c'est que sur les forêts-prairies, on a des réseaux très complexes et que quand on commence à arriver sur les grandes cultures, et c'est encore plus marqué sur les vignes, on a une simplification du réseau, on a une perte assez significative d'interaction, puisqu'entre le réseau qu'on a en forêt en comparaison de celui qu'on a en vigne, on perd plus de 85% des interactions à l'échelle du réseau. Et on voit des petits satellites qui se dégagent du réseau un peu global, qui sont en fait des taxons qui travaillent, qui interagissent entre eux, mais qui n'interagissent plus avec le reste de la communauté. Et d'un point de vue écologique, on sait que plus un réseau est simple, plus un réseau est dégradé, moins la communauté est stable, c'est-à-dire résistante et résiliente à des perturbations, et elle est aussi moins fonctionnelle. Donc, on a une augmentation de diversité bactérienne dans les systèmes agricoles, donc on peut imaginer que c'est quelque chose de positif, mais en fait, cette diversité n'est pas connectée. Il n'y a pas beaucoup d'interactions au sein de la communauté, et donc potentiellement, cette diversité n'est pas énormément fonctionnelle. Au niveau des champignons, on l'a fait aussi. Donc, on a des réseaux assez complexes au niveau de la forêt, c'est les champignons, ça c'est assez normal. En forêt, les champignons ont beaucoup d'activités, beaucoup d'interactions, notamment pour dégrader toute la matière organique d'origine ligneuse. Dans les prairies, on peut voir que ces interactions chutent un petit peu, assez significativement. Et au niveau des grandes cultures et surtout des vignes, on a aussi une baisse très importante des réseaux d'interaction. Donc, on avait une augmentation de diversité dans les systèmes grandes cultures qui ne se traduit pas par une augmentation des interactions, mais au contraire par une baisse d'interaction. Et dans les systèmes vignes et vergers, où on a une double peine, avec une baisse de la diversité de champignons et une baisse des réseaux d'interaction. Donc, non seulement on a moins de diversité, donc potentiellement moins de ressources génétiques, mais en plus, la communauté interagit peu. Donc, on a des communautés qui sont peu stables et peu fonctionnelles. Donc, voilà. Donc, on peut avoir des indicateurs de diversité et de biodiversité qui peuvent être positifs, mais c'est important d'aller voir comment elle interagit pour voir en fait si cette biodiversité va être active et fonctionnelle. Une dernière façon d'analyser nos résultats, alors ça, c'est vraiment des outils très récents qui sont encore en développement, c'est ce qu'on appelle l'inférence fonctionnelle, donc notre capacité à traduire la diversité des espèces en diversité de fonctions. Donc, je vous passe les détails techniques et surtout informatiques. En fait, on va interroger des bases de données où il y a des génomes séquencés pour récupérer les gènes d'activité par rapport à des taxons qu'on a identifiés dans le sol. Et on est capable d'identifier ceux qui sont saprophytes, c'est-à-dire ceux qui vont dégrader la matière organique, ceux qui sont symbiotiques, ceux qui vont être en interaction avec la plante, et puis ceux qui sont pathogènes, donc qui sont négatifs pour les plantes. Ce que l'on voit à l'échelle du RMQS, alors ce sont des résultats primaires, c'est que quand on va des systèmes forêt, prairies et culture, on a une baisse des saprophytes, ce qui est assez logique parce qu'on a une baisse de la teneur en matière organique dans les sols agricoles par rapport aux sols de forêt et prairies, donc on a une baisse des bactéries qui sont capables de dégrader cette matière organique. Au niveau des symbiotiques, on est à peu près similaire entre les trois écosystèmes. Et par contre, quand on regarde les pathogènes, on a une augmentation des pathogènes dans les systèmes, dans les sols agricoles en comparaison des sols de forêt et de prairie. On ne va pas aller plus loin sur ces résultats parce qu'ils sont encore en cours d'études, mais il y a quand même une petite réflexion où on a des pratiques agricoles qui vont stimuler des pathogènes. Et des pathogènes, alors là, quand on parle de pathogènes, c'est tout type de pathogènes, animaux, humains, végétaux, mais les pathogènes végétaux en font partie. Ce qui veut dire qu'on a des pratiques qui stimulent des pathogènes qui potentiellement vont stimuler des maladies sur la culture. Donc, on est dans un cercle peu vertueux où des pratiques stimulent des maladies sur les cultures et donc il faut aussi mettre en place d'autres pratiques, type protection des cultures, pesticides ou autres, pour améliorer la santé de la culture et donc la production finale. Donc, on est dans un cercle peu vertueux qui peut nous faire réfléchir.
Donc, on a plus de diversité dans les sols agricoles, mais on peut avoir aussi derrière des espèces moins connectées, moins en interaction et potentiellement plus pathogènes. Voilà, tous ces résultats de recherche sont un peu synthétisés dans un atlas français des bactéries du sol qu'on a publié il y a 2-3 ans, où vous retrouverez un petit peu ces résultats. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on a travaillé à l'échelle de la France sur le réseau de mesure de la qualité des sols, que ça nous a donné énormément de résultats d'écologie microbienne des sols, même un peu finalisés sur l'impact des modes d'usage, mais surtout, ça nous donne des grands jeux de données sur la quantité de micro-organismes, sur la diversité de bactéries et la diversité des champignons, et ces grands jeux de données nous permettent de développer en fait des référentiels d'interprétation de nos outils. Et donc, nos outils, biomasse moléculaire microbienne, diversité bactéries, champignons, sont standardisés et deviennent des indicateurs. Et associés à des référentiels nationaux, comme celui du RMQS, on est capable de développer un diagnostic de la qualité microbiologique des sols. En fait, on a des modèles prédictifs qui nous donnent des valeurs de référence de la biomasse et de la diversité bactéries et champignons pour chaque type de sol, pour chaque parcelle agricole. Et comme une analyse de sang, on va comparer la valeur mesurée à la valeur de référence. Et donc, fort de ces outils, alors voilà, ça c'est un autre ouvrage qu'on a fait avec l'ADEME, la microbiologie moléculaire au service du diagnostic environnemental, un petit peu de promo, même s'il date déjà d'il y a 4-5 ans. Fort de ces outils, on a développé depuis une dizaine d'années des projets participatifs, c'est-à-dire qu'on a travaillé directement avec les agriculteurs pour leur proposer ces indicateurs et essayer de les valider sur leurs parcelles et aussi de correspondre, enfin d'essayer de corréler leurs observations de terrain avec nos outils de laboratoire, de vision, qui toutes sont complémentaires. Alors, le plus dur dans ces projets, c'est d'abord d'aller chercher des agriculteurs, de mettre en place des réseaux d'agriculteurs, voilà, qui soient sensibilisés à la qualité des sols, mais généralement, ils sont très sensibilisés à la qualité de leur patrimoine sol, donc ce n'est pas très difficile, ça demande un peu d'organisation. On développe des formations théoriques sur la biologie des sols, eux aussi nous enrichissent énormément par leurs connaissances, leurs observations de terrain et leurs pratiques agricoles, bien sûr. Puis après, on applique nos tableaux de bord et on co-interprète avec eux dans des ateliers les résultats, les diagnostics à la parcelle. Alors très rapidement, le premier projet, c'était un projet qui s'appelait Agrinov, avec 250 agriculteurs à l'échelle de la France, moitié en grande culture, moitié en viticulture. Ce qui est important de dire, c'est que les sols agricoles ne sont pas morts, puisque sur ce réseau, on avait à peine 10% des parcelles qui étaient dans le rouge en termes de qualité biologique. Bon, on avait un tiers dans le vert, mais on avait quand même plus de la moitié dans l'orange. L'orange, c'est une situation qui n'est pas critique, mais qui était à surveiller. Et donc, il faut passer de l'orange au vert et du rouge à l'orange. Voilà. Mais en tout cas, les sols agricoles ne sont pas morts, mais ils sont toutefois à surveiller. Ce qui est aussi important, c'est que 97% des agriculteurs sont allés jusqu'au bout du processus. Et quand on revient quelques temps après que le projet soit fini, et qu'on fait une petite enquête sur comment ils ont intégré ces nouveaux résultats, cette nouvelle façon de voir le sol et sa qualité dans leur quotidien au niveau agriculteur, et 2/3 des agriculteurs ont commencé à changer leurs pratiques sur la base des impacts qu'ils avaient vus et de la qualité biologique de leur sol. Donc ça, c'est très important parce que ce sont des projets qui font de la production de connaissances, mais aussi qui sont capables de faire ce qu'on appelle de la recherche-action et de commencer à modifier certaines pratiques qui sont peu vertueuses. Voilà les résultats qu'on avait obtenus sur Agrinov, avec des notions de labour qui sont assez négatives sur la qualité microbiologique des sols, tout comme les engrais chimiques et les pesticides. Et puis les pratiques plutôt positives, c'est une bonne couverture des sols et diversifiée, c'est-à-dire des rotations très diversifiées ou en vigne des enherbements, et puis des intercultures, et puis surtout l'ajout de matières organiques au niveau du sol, notamment pour nourrir cette microbiologie. Plus récemment, et s'il me reste encore un petit peu de temps, on a développé un autre projet qui s'appelle Ecovitisol, et donc qui était là pour évaluer la qualité microbiologique des sols viticoles, et uniquement les sols viticoles, et avec une entrée un petit peu particulière et peut-être assez clivante, qui était de rentrer par les modes de production. Donc quand on parle de mode de production, c'était de rentrer par le conventionnel, comparer le conventionnel, l'agriculture biologique et aussi la biodynamie qui commence à apparaître dans les paysages agricoles et notamment dans les paysages viticoles. Donc on a développé ce projet avec des viticulteurs, encore une fois, c'est un mode participatif, dans 3 territoires viticoles, en Alsace, autour de Colmar, et puis en Bourgogne, Bourgogne du Nord, Côte de Nuit, Côte de Beaune, et Bourgogne du Sud, Côte Chalonnaise et Mâconnais. Et ainsi, on a démarché 150 vignerons. Ça n'a pas été encore trop compliqué à mettre en place. Les vignerons sont assez sensibilisés aussi à la qualité de leur sol, l'impact de leurs pratiques. On a mis en place des formations, on a travaillé la co-interprétation, on rend des fiches analytiques avec un véritable diagnostic de la qualité du sol, qu'elle soit microbiologique et aussi physico-chimique, et avec une interprétation collective.
On a appliqué nos outils moléculaires de bioindicateurs, biomasse moléculaire microbienne, diversité microbienne, voilà, avec la notion de diagnostic à la parcelle. Et puis, on a aussi analysé les réseaux d'interaction biotique. Ce que l'on voit, c'est un peu comme dans AgriNov, mais plus adapté au système viticole, c'est qu'on a un impact très négatif sur le bilan microbiologique du sol, du travail du sol, un impact très positif de l'enherbement. Dès qu'on enherbe une vigne, on a une forte stimulation de la microbiologie du sol, surtout que l'enherbement est souvent combiné à une réduction du travail du sol. Donc, on a un double effet positif. Un effet positif des amendements organiques, chose un petit peu récente qu'on n'étudiait pas beaucoup, un effet très positif des retours de sarments au sol. Ça peut paraître assez évident, mais en fait, il y a beaucoup de territoires viticoles qui brûlent leurs sarments, alors que ça peut être un amendement organique très intéressant, et puis un effet négatif des pesticides. Alors, si on regarde assez directement justement le bilan microbiologique en fonction des modes de production, et qu'on regarde cette fois donc la distribution des parcelles viticoles en conventionnel, en bio, en biodynamie, entre un diagnostic vert, orange ou rouge, on peut voir que quand on passe du conventionnel au bio, on a une augmentation de la part de parcelles qui ont un diagnostic vert et une baisse de la part des parcelles qui ont un diagnostic rouge, c'est-à-dire un mauvais diagnostic, et à peu près la même part d'un point de vue orange. Et quand on passe du bio à biodynamie, on améliore encore le bilan microbiologique parce qu'on a encore plus de parcelles qui sont dans le vert, moins dans le rouge, mais on a le même taux en orange. Donc, les modes de production bio et notamment biodynamie améliorent la qualité microbiologique des sols. Si on regarde les réseaux d'interaction au niveau de ces modes de production, notamment, j'ai remis celui du RMQS pour vous imaginer ça, voilà le réseau d'interaction qu'on obtient sur nos parcelles en conventionnel raisonné. On a à peu près 90 000 liens, donc, ce qui est un réseau relativement conséquent. En bio, on a un réseau qui est un petit peu moins complexe, avec une perte d'interaction. Alors, on se l'explique par le fait que, globalement, c'est vrai qu'en bio, on est un petit peu gourmand en travail du sol, parce que dès qu'on limite les herbicides chimiques, eh ben, on passe à un désherbage mécanique, et on n'est pas obligatoirement dans le contexte ou dans le concept d'enherber systématiquement ces vignes. On sait que ça fait des problèmes aussi de compétition avec la vigne en fonction des climats et des années climatiques. Mais en tout cas, en bio, on a une dégradation des réseaux que nous, on explique par peut-être plus de travail du sol, souvent même qu'en conventionnel raisonné. Et quand on compare les réseaux en biodynamie, et ben là, on a une augmentation significative des réseaux d'interaction. C'est-à-dire que non seulement en biodynamie, on améliore la biomasse et la diversité microbienne, mais aussi on améliore la complexité des réseaux d'interaction microbiens, donc le nombre d'interactions, ce qui fait qu'on a des communautés plus abondantes, plus diversifiées et plus fonctionnelles. Alors après, derrière la biodynamie, on sait qu'il y a beaucoup de pratiques différentes qui se cachent. Nous, on essaye de l'analyser par rapport à des pratiques techniques, comme les préparations ou certains itinéraires techniques particuliers. On ne rentre pas dans le calendrier d'application, etc., parce que ça, c'est des choses qu'on ne sait pas analyser. Mais en tout cas, le constat objectif, c'est qu'en biodynamie, on a une amélioration de la qualité microbiologique des sols. Alors, ces résultats assez intéressants, nouveaux, on a essayé de les comparer en faisant une méta-analyse internationale sur l'impact des modes de production sur la qualité écologique des sols agricoles. Et en fait, on retrouve un peu cette tendance sur plus d'une centaine de papiers qui ont été analysés. C'est-à-dire que quand on compare le conventionnel qui est au centre du rond avec l'organic farming, c'est-à-dire l'agriculture biologique, sur plein d'indicateurs, micro-organismes, mais aussi vers de terre, micro, macro-arthropodes et nématodes, on peut voir qu'on a un effet positif de l'agriculture biologique en comparaison de l'agriculture conventionnelle. Je ne rentre pas dans les détails, je vous envoie à la référence si vous voulez en savoir un peu plus. Et si on compare cette fois la biodynamie à l'agriculture bio, alors on voit qu'on a moins de données, puisqu'il y a moins de cercles qui représentent les articles, mais on a une amélioration en biodynamie par rapport à l'agriculture biologique, et notamment pour les micro-organismes qui sont un peu plus étudiés que les autres organismes biologiques du sol. Donc, cette méta-analyse internationale qui vient d'être publiée confirme le fait que les modes de production bio, et notamment biodynamie, améliorent la qualité biologique des sols. Donc ça, c'est un petit schéma final pour vous montrer que, en fait, dans le sol, on a un patrimoine biologique. Alors, j'ai mis micro-organismes, lombriques, vers de terre, nématodes. Bien sûr, il y a d'autres organismes qui portent des fonctions biologiques. Je ne reviens pas sur ces fonctions, j'en ai largement parlé au début. Que ces fonctions biologiques, on peut les traduire en fonctions agronomiques, en fertilité physique, fertilité biologique, état sanitaire, et que tout ceci peut répondre à des questionnements agricoles. Et j'ai mis des traits en pointillés, mais on pourrait mettre des traits pleins. C'est-à-dire que les questionnements des agriculteurs ou du développement agricole peuvent avoir une part d'explication ou de réponse au niveau du patrimoine biologique du sol. Et c'est ça ce qu'on appelle la transition agroécologique. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère avoir pas été trop long et surtout très clair.
Merci, docteur Anjar, pour cette présentation très intéressante. Je laisse Madame Iman, docteur Tami Alami, pour animer la session des questions-réponses. Merci beaucoup pour Monsieur Ranjar pour cet exposé qui est très, très important et qui a dressé un peu la biodiversité des sols et aussi comment estimer cette biodiversité à travers la biomasse, la détermination de la biomasse microbienne, c'est-à-dire la taille du pool microbien dans le sol, qui est un indicateur très fiable de la qualité des sols, car son activité soutient plusieurs processus du sol impliquant les cycles de carbone, de l'azote, etc. Donc, sans tarder, il y a d'autres méthodes, je ne sais pas, des méthodes aussi enzymatiques, mais qui sont très coûteuses. Peut-être on aura la possibilité, peut-être dans ce webinaire ou après, d'en discuter, mais je vais laisser la chance à mes collègues pour poser des questions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais aller juste sur le chat pour trouver pour vous poser des questions. Bon, il y a une question. Oui, les agriculteurs, bien que sensibilisés, la question du coût intervient rapidement. Mais si vous ne devez retenir qu'un d'eux, voire 3 indicateurs de qualité du sol, accessibles, financement pour un agriculteur, lesquels seraient-ils? Alors, ça c'est toujours la question du coût. C'est vrai que nous, on est dans un mode recherche, donc les coûts sont relatifs. Et Oui. bien sûr qu'après, il y a une validité économique. Les agriculteurs ont envie d'utiliser ces indicateurs. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les indicateurs de microbiologie, de faune du sol qui viennent de la recherche sont en cours de transfert dans des laboratoires techniques de prestations, comme Auréa, et ils vont être à leur tableau de bord d'ici fin 2022. Ils auront un coût. Après, le coût, c'est le consentement à payer aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un coût dû à la technicité, à l'expertise qui est associée, ou des fois même jusqu'au conseil, mais c'est le consentement à payer. En fait, la vraie question, c'est quel est le consentement à payer des agriculteurs par rapport à l'impact de leur pratique et la durabilité de leur mode de production. C'est ça la vraie question. Après, est-ce qu'il faut choisir 1, 2 ou 3 indicateurs? On verra que dans les tableaux de bord qui vont arriver sur le marché, certains proposent des packages un peu simples et puis un peu plus complexes en fonction du niveau de réponse qu'on veut. D'abord, je pense qu'il faut bien choisir les indicateurs en fonction des questions qu'on se pose. Voilà. Et des pratiques que l'on met en place et de la transition qu'on est en train de mettre. Alors bien sûr, ce serait facile de moi pour vous dire qu'il faut faire des micro-organismes. Non, la biodiversité du sol, elle est très complexe. Vous l'avez vu un peu dans ma conférence. Et tous les organismes sont importants parce que c'est ce qu'on appelle un réseau, et notamment un réseau trophique. Et quand on en enlève une brique de ce réseau, ben, généralement, ça marche un petit peu moins bien. Donc moi, j'avais une vision très micro-organisme, mais maintenant, on travaille aussi beaucoup plus largement en intégrant toute la biodiversité du sol. Alors, ce n'est pas vraiment une réponse, hein, mais en fait, il faut déjà que les agriculteurs se forment un petit peu à la biologie du sol pour qu'ils soient à même, seuls et de façon autonome, de choisir leurs indicateurs. Donc, on est là aussi pour faire ce transfert de connaissances. Mais répondre en disant, voilà, faire une biomasse moléculaire, plus un peu de vers de terre, etc., c'est un bon début. C'est un bon début. Et j'ai envie de dire, commencer d'abord par des indicateurs qui ne coûtent pas cher, et après, augmenter un peu en complexité par la suite pour un peu affiner les réponses que vous avez à vos questionnements. Oui, merci. Il y a une autre question. Quelles sont les recettes pour améliorer la biodiversité des sols? Donc, alors, quelle est la recette pour améliorer la biodiversité des sols? Pour nous, l'agroécologie, c'est tout d'abord la couverture des sols. Tout le monde pourrait s'attendre à se dire, ah, c'est les pesticides. Oui, les pesticides sont des biocides, mais ce qui est le plus agressif pour la biologie des sols, c'est le labour. C'est le travail du sol et une mauvaise couverture végétale des sols. C'est-à-dire que quand on est dans des systèmes agricoles qui sont nus où les sols sont nus pendant plusieurs mois, il y en a encore beaucoup en France, qui sont peu couverts, pas d'interculture, avec beaucoup de travail du sol, le travail du sol va casser
les macrostructures, les agrégats, donc les habitats des organismes, va tasser les sols, donc moins de porosité, moins de réserve hydrique aussi, hein, mais moins d'oxygène, moins de place pour les organismes vivants. C'est la première agression. Ça ne veut pas dire que les pesticides n'ont pas d'impact, mais ils ont aussi un impact très important. Mais le travail du sol est vraiment très létal pour la biologie du sol. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le labour, il faut l'adapter à la capacité de son sol à résister au tassement, à l'érosion, etc., et à maintenir des habitats pour les organismes vivants. Parce que vous aurez beau faire ce que vous voulez, si vous n'avez pas de place pour mettre des organismes dans le sol, eh ben, vous ne pourrez pas les stimuler. Donc il faut bien couvrir les sols, et ça c'est vrai pour la grande culture, on met des intercultures, c'est vrai aussi pour la vigne, en termes d'enherbement, parce que ce n'est pas le cep de vigne qui couvre le sol, hein, surtout quand ses racines vont un peu profondément. Donc c'est vraiment les enherbements qu'on peut faire dans les insérants, avec tous les problèmes techniques de compétition et d'entretien que ça pose. Mais après, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Il faut vraiment, voilà, vous allez restimuler très rapidement la biodiversité de vos sols, et notamment la biodiversité microbienne. Vous pourrez voir une amélioration si vous améliorez la couverture de votre sol et limitez le travail du sol assez rapidement. Et ce n'est pas en 1 ou 2 générations, c'est en quelques mois ou quelques années, vous verrez une amélioration significative. Et en plus, vous allez stocker du carbone. Donc, tout va bien. D'accord. Bon, il y a une autre question. Est-il possible d'intégrer le RMQS, de proposer ma parcelle d'1,5 hectare occupée en culture maraîchère à l'analyse? Alors, non, désolé, le RMQS, c'est un réseau institutionnel sans a priori, c'est-à-dire qu'on a fait une grille avec un point tous les 16 km. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, on tombe là où on doit tomber, et cette grille, elle a été modélisée pour capter l'hétérogénéité à l'échelle du territoire national. Toutefois, quand je lis votre question, elle est tout à fait légitime, parce que dans le RMQS, en France, on a beaucoup de sols de grande culture, de sols de forêt, de sols de prairie, mais quand on commence à arriver sur la vigne, on n'a plus que 40 sols à l'échelle du RMQS, hein, et puis le maraîchage, on en a très peu, voire pas du tout, parce que c'est des petites surfaces, et elles sont tout aussi légitimes que les autres. Mais c'est vrai que même en dehors du RMQS, sur les projets que l'on mène, on aborde encore peu le maraîchage. Et voilà, parce qu'on a commencé par les grandes cultures, par la viticulture, mais le maraîchage, qui a des itinéraires techniques très complexes, avec plusieurs rotations dans l'année, serait tout à fait légitime là-dessus, et il serait hyper intéressant qu'on commence à analyser ces itinéraires techniques par rapport à la qualité biologique et microbiologique de ces sols. Merci. Bon, il y a une autre question. Les sols pauvres en matière organique le sont en biodiversité? Pas toujours. Pas toujours. Ça dépend de quel type de biodiversité on mesure, mais chez les micro-organismes, c'est clair que si vous avez peu de matière organique, vous aurez peu de micro-organismes en termes de quantité, mais en termes de biodiversité, non, c'est pas si évident que ça. C'est plutôt la qualité de la matière organique qui va gérer la biodiversité. C'est-à-dire que si vous avez une matière organique très facile à dégrader ou très récalcitrante dans ces extrêmes-là, vous allez avoir des biodiversités toutes relatives. Voilà, donc c'est pas parce que vous avez un sol pauvre, on a des sols qui sont naturellement pauvres en matière organique et qui ont une bonne biodiversité, notamment microbienne. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut peu de matière organique dans les sols agricoles, hein, mais le lien n'est pas si évident que ça. Oui, effectivement. Pouvez-vous développer un peu plus la notion de frontières biologiques? Oui, c'est des frontières biotiques. Bon, en fait, c'est des classements assez d'écologie sur les écosystèmes. Une frontière biotique, c'est un écosystème très biodiversifié, mais qu'on connaît encore mal et qui est toujours en exploration. C'est ce que j'ai dit rapidement au début. Et donc, le sol est la 3e frontière biotique, derrière les fosses océaniques, que l'on sait avec une diversité importante et méconnue, et derrière les forêts primaires, et notamment la canopée, où on sait qu'il y a aussi une biodiversité importante, pas que microbienne, hein, c'est végétal, animal, tout écosystème, et encore méconnu. Et donc, le sol fait partie de ces écosystèmes, même s'il est très proche de nous, hein, on le connaît mal encore. Et en plus, il a une vision culturelle un peu compliquée, le sol, hein. On dit que c'est sale, on y enterre nos déchets, on y enterre nos morts. Donc, c'est un écosystème qui a pâti d'une certaine image et qui a retardé un peu le fait que la recherche, notamment, s'y intéresse en termes de prospection sur ces notions de biodiversité. Bon, on a rattrapé un petit peu le retard, comme vous avez pu le voir, même s'il reste encore pas mal de choses. Et donc, ce sont ces écosystèmes qu'il faut qu'on explore encore, même si ça fait longtemps qu'on les utilise, hein, notamment au niveau du sol, en termes de production et d'habitation. Il faut encore qu'on les explore d'un point de vue écosystème naturel et biodiversité, et aussi fonctions et services à rendre. Merci. Pouvez-vous nous préciser les indicateurs du niveau de biodiversité utilisés par le réseau des agriculteurs
et ceux que vous utilisez dans vos recherches. Là, ce sont les mêmes. Oui. C'est ceux que je vous ai dit. C'est la biomasse moléculaire, c'est la diversité de bactéries, la diversité de champignons, les réseaux d'interaction. Et puis, ce qu'on est en train d'explorer, ce qu'on appelle l'inférence fonctionnelle, c'est-à-dire on a une liste d'espèces dans un sol et on est capable de recoller sur des génomes séquencés et d'avoir la liste des gènes de fonction et donc d'en déduire d'une diversité taxonomique, une diversité fonctionnelle dans le sol. On vient de sortir une méta-analyse aussi sur ces outils-là en mode recherche, si vous êtes intéressé. Donc, en fait, ce sont les mêmes. C'est que nos outils de recherche, avec le temps, comme on les a standardisés, comme on a fait des référentiels d'interprétation, sont devenus des bioindicateurs opérationnels de la qualité des sols et on est capable de faire un diagnostic microbiologique maintenant à l'échelle d'une parcelle. Pour des cultures intensives, les pratiques agressives des sols, stérilisation est essentielle pour avoir la productivité. C'est pas moi qui vais vous dire que c'est bien une stérilisation. Après, c'est comment on stérilise. Est-ce que c'est de la solarisation? Est-ce que c'est avec de la vapeur d'eau? Il y a plein de pratiques. Et c'est vrai que des fois, c'est assez efficace sur un pathogène qui est sensible à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on stérilise, c'est comme quand on met des pesticides, on est rarement individu-centré, on est rarement chirurgical. C'est plutôt un effet un peu bombe où on va tuer certains pathogènes, mais on va aussi tuer des organismes qui sont impliqués dans la dégradation de la matière organique, dans la structure du sol, dans la dégradation des polluants, etc., etc. Il n'y a jamais un effet chirurgical ciblé sur un organisme. Ça, c'est plutôt le biocontrôle qui fait ça. Oui. On est sur des antagonismes biologiques avec des cibles très précises de l'antagoniste sur le pathogène. Mais quand on fait du physique ou du chimique, généralement, on est plutôt sur un Hiroshima que sur un drone qui va cibler un véhicule. Effectivement, oui. On a une question d'ordre technique. Pour les cartes établies, quelle densité d'échantillonnage et quelle profondeur? Alors, la densité d'échantillonnage, c'est 2200 sols à l'échelle de la France, c'est-à-dire un point tous les 16 km. Alors, ça peut paraître large, c'est-à-dire, oui, mais à ce niveau-là, j'analyse un sol et puis même à une centaine de mètres, je n'ai pas le même sol. Mais le but, ce n'est pas que chaque point soit représentatif de la zone qui couvre, c'est d'avoir en fait une grande représentativité à l'échelle du territoire national. Donc, en fait, on a une cartographie qui est représentative de l'échelle nationale avec ces 2200 points. On aurait pu en faire plus, mais ça aurait coûté plus cher et ça aurait été plus compliqué à gérer. Donc, c'est un compromis entre le coût et le bénéfice. Et honnêtement, même d'un point de vue écologie microbienne, ça amène une production de connaissances intéressante. Après, quelle profondeur de sol? Nous, on analyse généralement les 30 premiers centimètres parce que c'est là qu'on a la concentration de vie, et notamment de vie microbienne. C'est là où il y a la matière organique, l'oxygène. Le sol est encore relativement structuré. Dès qu'on descend en dessous de 30 cm, alors il y a encore de la vie, et notamment de la vie microbienne, mais c'est vrai qu'on a moins de densité, moins de diversité, et les fonctions s'expriment plutôt en surface. Bon, c'est une question spécifique. Bon, pour le Maroc, que pensez-vous de l'usage du margine pour amender les sols oléicoles? On peut faire un petit rappel sur ce qu'est le margine? Oui, les margines, ce sont quand on extrait de l'huile d'olive, des olives, il reste les débris et les jus, c'est les margines. Si j'ai bien... D'accord. Alors, je n'ai pas d'expérience sur cet amendement organique propre, mais ça fait partie déjà d'un cycle où on remet la matière organique qui a été produite sur la parcelle, sur la même parcelle. Je parlais des sarments tout à l'heure au niveau de la vigne, et beaucoup de vignerons ne les remettent pas sur leur parcelle. Alors, des fois, il y a des notions d'inoculum, de pathogènes, quand on a eu beaucoup de mildiou, on les remet au sol et on a peur. Bon, à vérifier. Mais il y a une sorte de cercle vertueux de recyclage de la matière organique qui me semble logique. Après, je ne connais pas cette matière organique, mais quand je vous parlais de l'enherbement tout à l'heure, il faut enherber les sols et puis il faut amener de la matière organique pour nourrir les organismes vivants du sol. Donc, tout retour de matière organique peut être bénéfique. Après, on sait que quand nous, on teste différents amendements organiques sur différents types de sols agricoles, ils n'ont pas tous la même efficacité. Généralement, ils sont tous stimulants par rapport à des engrais chimiques, beaucoup plus stimulants, mais des fois, on a par exemple un fumier ou un lisier qui a une meilleure efficacité de stimulation en fonction du type de sol et en fonction du type de communautés microbiennes qu'on a dans ce type de sol. Elles sont plus ou moins sensibles à tel ou tel type de matière organique. Donc, en fait, la réponse, c'est qu'il faut tester. Quand vous faites cet amendement, en fait, il faudrait utiliser des indicateurs de microbiologie, mais aussi de faune du sol pour voir si ça les stimule de façon significative et si on stimule les organismes bénéfiques. Oui. Pardon. Je suis en train de... Oui.
beaucoup de questions. Oui, c'est des questions qui, bon, sur le RMQS, la grille d'échantillonnage est un site tous les 16 km, prélevé théoriquement tous les 10 ans, mais plutôt 12 ans dans les faits. Les échantillons prélevés pour les analyses, oui, je suis sur la question. Les échantillons prélevés pour les analyses de biologie moléculaire ou d'activité enzymatique concernent les profondeurs 25-30 cm selon les sites. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a sûrement dû vouloir compléter ma réponse. Et donc, alors j'en profite sur le RMQS pour dire que la grille d'échantillonnage est en cours de renouvellement, c'est-à-dire qu'on refait une deuxième campagne qui a commencé il y a 5 ans et qui finira dans 4-5 ans. Et donc, ce qui va être intéressant aussi, c'est de comparer les cartes de France entre celles de 2000-2010 et celles de 2015-2025, parce qu'on va pouvoir voir en fonction des sites qui ont changé d'usage, qui sont devenus agricoles ou prairiaux, qui sont remis en forêt, et puis en fonction aussi de l'évolution des climats, si on a des modifications de l'abondance et de la diversité des micro-organismes du sol, chose qu'on n'était pas capable de faire sur la première cartographie, puisqu'on n'était pas en dynamique temporelle. Oui. Une autre question, quel est l'intérêt de la bioamplification des sols par des bactéries isolées, identifiées, caractérisées et multipliées? Alors, ce n'est pas de la bioamplification, c'est de la bioaddition. Parce que la bioamplification, c'est qu'on amène justement un substrat pour amplifier ceux qui sont présents. Alors, je vais vous donner une réponse un peu, ce qu'on dit de normand chez nous et écologique, c'est que vous avez vu qu'il y a un effet barrière au niveau du sol. Quand le sol est bien biodiversifié, c'est-à-dire que quand votre patrimoine biologique et notamment microbien est relativement bon, normalement, toute bactérie un peu exogène qui ne connaît pas ce sol et qui n'est pas adaptée à ce sol est éliminée assez rapidement. Donc déjà, il y a un côté efficacité. Après, moi, je ne dis pas que ces solutions ne marchent pas ou n'ont pas d'intérêt, parce qu'il y en a tellement sur le marché qu'il faudrait tous les tester, et ça, ce n'est pas notre rôle. Mais toutefois, ce que je préconise aux agriculteurs, c'est d'abord de restimuler la biodiversité de son sol, surtout la biodiversité microbienne, quand elle est altérée, donc déjà de faire un diagnostic, de regarder quel est son niveau de biodiversité microbienne, et s'il est altéré, de le restimuler. On a parlé des différentes pratiques vertueuses, couverture des sols, limitation du travail du sol, apport de matière organique, avant de racheter de la biodiversité. Parce que c'est souvent celle indigène qui est plus efficace, puisqu'elle est adaptée à votre environnement, et puis elle a un effet mémoire. Donc voilà ma réponse par rapport à ces... Merci. Il y a aussi une autre question. Les sarments au sol ne sont-ils pas un support de conservation et développement des champignons pathologiques? Alors, c'est tout ce qu'on dit sur les inoculums, notamment mildiou, oïdium, etc. Bon, le mildiou vient du sol. Donc, le mildiou est un champignon du sol et un champignon des parcelles viticoles. Et quand il explose, c'est l'inoculum du sol qui explose. Donc, il y a une écologie du mildiou déjà à mieux connaître, parce qu'on ne l'a jamais fait, ça. On a toujours traité le mildiou par des produits chimiques, bio ou pas bio, mais on n'a jamais réfléchi à l'écologie des mildious et de savoir pourquoi à un moment, dans les grandes interactions qu'ils ont au sein de la communauté du sol, ils prennent le pas, ils explosent, ils deviennent dominants ou un peu plus majoritaires, et ils sporulent, ils vont vers la plante. Donc déjà, l'écologie du mildiou, si on l'étudie un peu plus dans le sol, nous permettrait peut-être d'anticiper, notamment par des pratiques viticoles, et de réfréner un peu, quand il y a des baisses de température et d'augmentation d'humidité, le fait qu'on a des attaques de mildiou. Après, oui, les sarments, c'est ce qu'on dit, on ne les remet pas au sol, on les brûle, parce qu'il y a un côté prophylaxique dans cette approche-là. Moi, je ne suis pas agronome, je suis encore moins pathologiste végétal. Je ne peux pas vous dire que c'est vrai ou pas vrai, mais dans les territoires où on utilise le sarment, où on l'intègre, comme en Alsace ou dans d'autres territoires, ils n'ont pas l'air d'avoir plus de problèmes que les autres. Et en plus, ça améliore assez significativement la qualité microbiologique de leur sol. Merci. Et comment concilier entre une production agricole intensive et le sauvegarde de la biodiversité microbienne du sol? Alors, ce n'est pas antinomique, c'est pas antinomique d'avoir un bon rendement et d'avoir une bonne qualité de sol. Alors, on ne va pas vous dire, et nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on aborde la biodiversité microbienne, on ne va pas vous dire, si vous gagnez de la biodiversité microbienne, vous allez augmenter vos rendements. Ça, ce n'est pas comme ça qu'on aborde la biodiversité des sols. On va juste dire, si vous avez un sol de bonne qualité biologique et que vous avez des bons rendements, vous aurez de la durabilité. C'est-à-dire que vous aurez plus de résistance face à des aléas climatiques, de maladies, etc. Voilà. Mais ce n'est pas antinomique d'avoir des bons rendements et une bonne qualité des sols. Nous, dans nos réseaux d'agriculteurs, on en voit plein.
qui sont des fois en conventionnel, attention, c'est pas parce qu'on a dit que le bio est amélioré que tous les conventionnels étaient mauvais, des conventionnels qui sont très bien en qualité des sols et qui ont des très bons rendements. Comme on a des bio qui ont des très bons rendements malgré ce qu'on croit, et qui ont des fois voilà, qui ont des bonnes qualités du sol, et puis on a des bio, comme on l'a vu, qui des fois ont des qualités du sol un peu moins bonnes. Oui, merci. Une question sur l'utilisation de biofertilisants, s'il peut impacter négativement la biodiversité à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par biofertilisant? Biofertilisants, oui, c'est les fameuses bactéries qu'on amène. Bon, même réponse que tout à l'heure. Utilisez d'abord la diversité indigène de vos sols, stimulez-la, régénérez-la, voilà, mais avant d'en racheter, quoi. Comment réconcilier l'agriculture biologique et la nécessité de produire plus pour nourrir plus d'habitants et garantir un minimum de revenus pour les agriculteurs? Alors ça, c'est une question pour un agronome, parce que je ne suis pas, mais en tout cas, je peux vous dire que dans nos réseaux agricoles et viticoles où on a des bio, de la biodynamie, du conventionnel, on n'a pas des différences de rendement à l'hectare. Alors, ça dépend des objectifs de production, bien sûr, en fonction des territoires. Et notamment en vigne, des fois, on veut plus faire de qualité que de quantité. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu des gens en bio, et quand on voit que le bio explose, notamment dans le monde viticole, mais même ailleurs, ce sont des gens qui ont l'air d'avoir un minimum de rendement satisfaisant. Oui. Bon, j'essaie un peu de voir s'il y a des choses qui ont été déjà posées, des questions, mais bon. Que pensez-vous de la gestion des champignons pathogènes liés au sol par rapport au sol non travaillé? Alors, c'est à quel moment cette question? Oui, ce qu'on voit, c'est que dans les sols agricoles, on a une augmentation des pathogènes globaux par rapport à des sols non agricoles. C'est les logiciels d'inférence qui nous montrent ça. C'est-à-dire que quand on traduit la diversité en espèces de bactéries et de champignons en diversité de gènes et des diversités de traits écologiques, on voit qu'on a une augmentation des pathogènes dans les sols agricoles, ce qui fait qu'on stimule des pathogènes qu'on va être obligé de combattre par la suite. Donc ça, c'est un constat aujourd'hui. Alors, il faut qu'on vérifie ces résultats. Ça, c'est à l'échelle du RMQS. Maintenant, il faut qu'on les applique sur des territoires agricoles où on est plus fin sur les itinéraires techniques et sur la discrimination des sols agricoles, des sols en prairie, des sols de forêt. Mais en tout cas, c'est une tendance où on sait que certaines pratiques qui perturbent physiquement ou mécaniquement ou chimiquement peuvent même stimuler certaines bactéries ou certains micro-organismes dits opportunistes. Et quand on a des micro-organismes opportunistes, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ce sont des pathogènes parce que la pathogénie, c'est de l'opportunisme dans la coévolution d'un pathogène et de son hôte. Donc, voilà, ces réseaux qui se dégradent, c'est aussi parce qu'on a trop d'opportunistes qui se développent. Comme ils sont opportunistes, ils n'interagissent plus avec le reste de la communauté. C'est la définition d'un opportuniste. Il travaille pour lui, pas pour les autres. Donc, non seulement on a ces réseaux qui se dégradent parce qu'on a plus d'opportunistes, mais en plus, ces opportunistes peuvent être plus pathogènes. Donc, on est sur un cercle peu vertueux par rapport à des pratiques qui engendrent des dégradations de réseaux d'interaction, de la stimulation de bactéries opportunistes ou de champignons opportunistes qui peuvent poser des problèmes par la suite. En dehors du type de sol et de leurs propriétés physico-chimiques, y a-t-il un effet des zones bioclimatiques ou biogéographiques sur la diversité et l'abondance microbienne? Et comment évaluez-vous les réseaux d'interaction? Alors, c'est deux questions là. On va répondre Oui, deux questions. La première, oui. Ça a été un peu surprenant, c'est vrai que je suis allé vite là-dessus. À l'échelle de la France, je parle de la France, oui. On a une grande diversité de climat et une grande diversité de types de sols. On s'attendait à avoir un effet du climat océanique, méditerranéen, montagnard. Je suis en train de parler. On pensait avoir un effet du climat sur l'abondance et la diversité des micro-organismes. Et ça, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu une influence des différents climats français, en tout cas plus forte que le sol ou le mode d'usage, sur ces communautés de micro-organismes. Alors, c'est un peu moins vrai sur les champignons, parce qu'au niveau des champignons, on commence à avoir un petit effet du climat, mais sur les bactéries et sur la biomasse microbienne, on n'a pas d'effet du climat. On va vérifier ça en comparant les deux cartes de France avec les deux campagnes du RMQS, où là, on a aussi des évolutions des climats en 15 ans, pour voir si les évolutions climatiques aussi ne peuvent pas quand même engendrer des modifications de nos indicateurs de qualité microbiologique. Donc voilà pour la première. Alors je dis ça ne présage pas que dans d'autres pays africains, asiatiques, américains, on n'ait pas d'effet de climat. Mais en tout cas, à ce niveau-là, on n'a pas. Et comment on fait les réseaux d'interaction? C'est tout simplement des réseaux de co-occurrence. Enfin, tout simplement. Il y a toute une métrique derrière.
C'est-à-dire qu'on regarde les co-occurrences statistiques entre deux taxons, et s'ils sont toujours ensemble, ben, on estime qu'il y a un lien positif, ils sont en coopération parce qu'ils coexistent, ils cohabitent et ils y trouvent un intérêt. Et s'ils sont jamais ensemble, s'il y a une co-exclusion, eh ben, on met un lien négatif, ça veut dire que ben, potentiellement, ils sont en compétition ou ils ne sont pas adaptés à la même niche. Oui, merci. Bon, il y a d'autres questions. Bon, le système agroforestier peuvent-ils améliorer cette biodiversité? Alors ça, c'est très actuel, puisqu'hier, il y avait une émission sur France 3 qui s'appelait Le Monde de Jamy, sur lequel on intervenait notamment par rapport à des parcelles en grande culture, dans lesquelles il y avait un développement de l'agroforesterie. Alors, on a encore peu de recul sur l'agroforesterie, parce que c'est très compliqué l'agroforesterie, parce qu'il n'y a pas deux parcelles identiques. On peut comment dire, se déclarer en agroforesterie tout simplement parce qu'on a une parcelle agricole à côté d'un bois ou d'un bosquet, etc. Ou alors on plante véritablement des arbres au sein des parcelles, on le voit en vigne, on le voit en grande culture. Ce que l'on voit, nous, quand on a commencé un petit peu à étudier ça, mais pas encore de façon très intense, hein, ça mériterait qu'on s'implique un peu plus, mais on ne peut pas tout faire. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas la même diversité sous l'arbre que sous le blé. Ça peut paraître logique, et pas obligatoirement plus de diversité sous l'arbre. Mais on n'a pas la même diversité. Ce qui fait qu'à l'échelle de la parcelle, bon, ben, l'arbre, il fait une barrière, il a un effet physique, mécanique contre les courants d'air et même aussi contre l'humidité du sol, où il va mieux réguler ça, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue diversité, elle est différente sous l'arbre que dans le champ. Mais c'est à l'échelle du paysage agricole que c'est intéressant. C'est-à-dire que si on cumule les parcelles et les haies à l'échelle du paysage agricole, on va avoir une biodiversité cumulée qui va être plus importante si on fait de l'agroforesterie, plutôt que d'avoir quelque chose d'hyper homogène avec que du blé ou que de la grande culture, sans haies et sans rien. C'est déjà démontré au-dessus du sol pour les pollinisateurs, les oiseaux, les insectes. Et au niveau, en dessous du sol, on sait que si on met de l'hétérogénéité, notamment dans les couverts végétaux, donc c'est aussi dans la rotation, les assolements, et dans l'agroforesterie, on va rajouter de la biodiversité à l'échelle du paysage. Ah, il n'y a plus de son. Votre micro, docteur Tani Alem. Votre micro. Oui, oui. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de questions, d'autres questions, et on a dépassé à peu près d'un quart d'heure le temps qui a été consacré à ce webinaire. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dois aller dans une autre, je suis engagée. Ce que je peux proposer aux gens, c'est qu'ils me reposent leurs questions par mail. Voilà. Ils peuvent pas me contacter, j'essaie de me rendre disponible pour répondre. J'ai vu qu'il y avait plein de questions, plein d'initiatives aussi en cours. N'hésitez pas à me contacter, j'essaye dans la mesure du possible de répondre à tout le monde. Et pas qu'au monde académique, bien sûr. Et donc, n'hésitez pas, même en tant qu'agriculteur, si vous avez une question. Ça m'arrive souvent, hein, sur LinkedIn, notamment, ces réseaux professionnels, et on interagit avec les étudiants. Et voilà, et c'est très enrichissant aussi pour nous. Oui, je vous remercie énormément et pour cette excellente présentation et cet entretien qui est très, très riche. Et les réponses aux questions et votre disponibilité. Merci beaucoup et à la prochaine. J'espère vous revoir très tôt. Moi aussi, merci beaucoup Oui, pour cette opportunité de bientôt. présenter nos Je travaux. ne sais pas, je cède la parole à Benjeloun pour dire un mot de la fin. Merci, merci, madame. Au revoir. Merci. Merci. Je voulais juste mentionner qu'en quittant le webinaire, je voulais mentionner à tout le monde qu'en quittant le webinaire sur Zoom, vous recevrez un questionnaire très court de 3 questions pour connaître votre appréciation sur cette série de webinaires. Merci de le remplir, il sera très utile. J'aimerais aussi mentionner que suite à un sondage lancé, nous adopterons désormais, et pour la suite de la série des webinaires, un rythme d'un webinaire par mois au lieu de 2 adoptés actuellement. Merci. Docteur Ronjard, vous voulez ajouter quelque chose à la fin? Oh, j'ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, le sol est un patrimoine qu'il faut protéger et qu'on peut utiliser aussi. Et c'est un écologue qui vous le dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la sacralisation de la biodiversité, mais dans voilà, l'utilisation de ses services et de ses fonctions, et on peut l'orienter par des pratiques agricoles.
Parfait, merci. Et comme a dit ma collègue Dr Tami Alami, vous pouvez toujours poser les questions à Dr Ranjard. Il a montré la disponibilité, donc vous pouvez le contacter par email, sur les réseaux sociaux, etc. pour les questions qui n'ont pas été traitées. Enfin, au nom des organisateurs, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé aujourd'hui et aussi notre conférencier, Dr Lionel Ranjard, pour sa disponibilité, pour son excellente conférence et pour le débat très riche. Je remercie aussi Dr Iman Tamil Alami pour son excellente animation de ce webinaire. J'aimerais également remercier mes collègues Bouteina, Abidou, Othman Sabatar, Tirazi Abdelaziz Yassri et aussi le comité scientifique de la série de webinaires de l'INRA pour leur contribution essentielle à l'organisation de cette série. Merci à tous. Rendez-vous dans un mois.